Bonjour, il y a 2 semaines, j'ai été invitée à donner une visioconférence au lycée Duplex de Landrecies en France, d'où la visioconférence, vu que je suis au Québec. Et cette conférence, c'était dans le cadre du Parlement des jeunes sur l'eau. Mon but, c'était de donner un aperçu aux lycéens des impacts des changements climatiques sur les forêts. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager cette conférence ici avec vous. Alors comme elle est un peu longue, en gros ça dure à peu près une grosse demi-heure, je vous mets ici le sommaire et en cliquant sur les liens, vous pourrez passer directement aux parties qui vous intéressent. Mais vous pouvez aussi écouter la conférence en entier. Donc pour commencer, je vous propose de vous expliquer en quoi consiste mon métier de chercheur en écologie forestière et quels sont les projets sur lesquels je travaille actuellement. Ensuite, je vous parle un peu de pourquoi s'intéresser aux arbres et aux forêts. Puis, avant de rentrer dans le vif du sujet en vous parlant des impacts des changements climatiques sur les forêts, je trouve que c'est important de se demander exactement qu'est-ce qu'on entend par le terme changement climatique. Bien sûr, enfin, je vous présente les différentes conséquences des changements climatiques sur les forêts. Et pour conclure cette présentation, je vais vous parler un peu du rôle de nos sociétés dans ce contexte, et en prenant l'exemple de la migration assistée. Avant de vous parler de l'impact des changements climatiques sur les forêts en tant que telles, j'aimerais vous parler un petit peu de mon métier. Donc je suis chercheur en écologie forestière, donc ça veut dire que mon principal sujet d'étude, c'est l'arbre. Ici vous avez l'exemple du chêne pédonculé, qui est une espèce que j'ai beaucoup étudiée durant mon doctorat. Et j'étudie l'arbre dans son milieu, et plus particulièrement dans la forêt. Donc j'étudie l'interaction entre l'arbre et son milieu physique, c'est-à-dire avec la température, l'eau, le pH du sol, etc. Mais également les interactions avec les autres êtres vivants de la forêt, que ce soit les espèces de sous-bois comme les fougères ou les herbacées, ou les autres espèces d'arbres, mais également avec les animaux, que ce soit des gros herbivores comme les cervidés, ou des rongeurs, les oiseaux, ou encore les insectes. Actuellement, je travaille sur 2 projets de recherche différents. Le premier concerne l'érable à sucre. Donc c'est la photo que vous voyez ici, qui a été prise à l'automne de l'année dernière. Donc en rouge, c'est la forêt tempérée, qui est principalement dominée par l'érable à sucre. Et au sommet de la montagne, en vert foncé, c'est la forêt boréale, qui est principalement dominée par le sapin baumier. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la limite entre ces 2 forêts, que l'on voit bien ici grâce au changement de couleur. Je cherche à comprendre pourquoi cette limite est située à cette altitude-là, et non pas plus haut ou plus bas. Ça, c'est important justement pour prédire si cette limite va se déplacer en réponse au changement climatique. Mon deuxième projet de recherche est plus en rapport avec la foresterie et avec la sylviculture. En effet, vous savez que nous, êtres humains, on collecte la ressource bois, on récolte cette ressource. Sauf qu'on veut savoir comment le faire pour assurer à nos forêts à ce qu'elles restent durables. En effet, on veut en même temps préserver la biodiversité de la forêt et en même temps faire pour que dans peut-être un siècle, on puisse revenir et à nouveau collecter le bois. Il y a plusieurs façons de collecter le bois. Soit on coupe quelques arbres adultes et on ne touche pas au reste, soit on coupe tous les arbres adultes et on laisse la régénération, donc c'est-à-dire les petits arbres qui sont en dessous de ces arbres adultes. Et on espère que cette régénération-là donnera des beaux arbres adultes que l'on reviendra couper dans plusieurs décennies. Ou encore on peut se dire non, on n'aura pas assez de petits arbres qui deviendront adultes, donc on va planter des petits arbres en plus. Enfin, ici c'est l'exemple pour la forêt boréale, donc souvent on s'intéresse plus aux espèces de conifères, mais en forêt boréale il y a également des espèces de feuillus. Ces espèces de feuillus rentrent en compétition avec les conifères. Donc ça peut nous intéresser de les éliminer pour laisser plus de place pour nos espèces cibles, nos espèces de conifères. Sauf que comment on les élimine? Est-ce qu'on y va à la débroussailleuse, aux produits chimiques, etc. Tout ça pose beaucoup de questions et donne ce qu'on appelle différents scénarios sylvicoles. Moi, mon but, c'est de regarder quel scénario sylvicole donne le meilleur compromis entre la préservation de la biodiversité, mais en même temps le fait de collecter une quantité de bois et un bois de qualité qui nous est satisfaisante. Alors, pourquoi s'intéresser aux arbres et aux forêts?
Eh bien parce que la forêt nous rend, à nous, êtres humains, beaucoup de services. En effet, par exemple, on sait tous que la forêt a un rôle dans le cycle du carbone, puisque les arbres stockent le carbone. La forêt a également un rôle très important dans la régulation du cycle de l'eau. Et puis, je viens d'en parler, elle renferme également une biodiversité impressionnante. Également, on prélève, ce que je viens de dire, on prélève du bois dans la forêt, mais on va également prélever d'autres ressources, que ce soit des ressources alimentaires, mais également pharmaceutiques. C'est souvent en forêt, notamment dans les forêts tropicales, qu'on va trouver des nouvelles molécules qui vont nous être utiles pour créer de nouveaux médicaments, par exemple. Enfin, la forêt nous rend de nombreux services culturels et divertissants, comme lorsqu'on va se promener en forêt, etc. Mais de nombreuses menaces pèsent sur ces écosystèmes forestiers. Donc ici, je vais plus principalement vous parler du changement climatique, avec l'augmentation des températures et également un changement de distribution des précipitations. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres menaces comme la déforestation, la surexploitation de la forêt ou encore l'invasion d'espèces exotiques. Avant de parler des impacts des changements climatiques sur la forêt, j'aimerais redéfinir ce qu'on entend par changement climatique. Donc la première chose, et ce qui est la plus connue, c'est que les changements climatiques englobent une augmentation de la température moyenne globale de la Terre. Cette augmentation, on sait qu'entre 1880 et 2012, elle est de 0,85 degrés. Ici, je vous mets le lien vers une vidéo que je vous laisserai aller voir, qui vous montre en fait, en prenant comme température de référence la moyenne des températures annuelles au milieu du siècle dernier, on voit l'évolution de l'anomalie des températures depuis 1960 environ, 1950-1960. Donc sur 62 ans, et je trouve que cette vidéo est vraiment très visuelle pour se rendre compte de cette augmentation des températures. Ce que l'on a tendance à oublier, c'est qu'en fait, on va observer un changement de la distribution des précipitations. Donc par précipitation, on entend les pluies, mais également la neige, la grêle, etc. Ici, en fait, ces cartes représentent les changements qu'il va y avoir. Donc pour la première carte, en termes d'intensité de précipitation, entre 1980-1999 et 2080-2099. Donc quand ce sont des couleurs froides, ça veut dire que d'ici quelques décennies, l'intensité des précipitations sera beaucoup plus intense qu'elle ne l'était en 1980-1999. Et au niveau des couleurs rouges, ça veut dire qu'il y aura moins de précipitations. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'au niveau de l'hémisphère nord, c'est très flagrant que l'intensité des précipitations sera plus importante en 2080-2099 que ce qu'on a connu dans les années 80-90. Ensuite, quand on regarde la deuxième carte, c'est le nombre de jours de sécheresse. C'est le même principe. Quand vous êtes dans les couleurs froides, c'est-à-dire qu'il y aura moins de nombre de jours de sécheresse en 2080-2099 par rapport à 1980-1999. Mais si on est dans les couleurs chaudes, c'est qu'on aura plus de jours de sécheresse. Donc ici, on voit quand même que on est beaucoup dans les couleurs chaudes un peu partout sur la Terre, notamment dans l'hémisphère nord. Ce qui peut paraître contradictoire par rapport à notre première carte, puisqu'on a dit que l'intensité des précipitations serait plus importante dans l'hémisphère nord, mais en même temps, on aura également plus de jours de sécheresse dans l'hémisphère nord. Donc en fait, ça me permet d'introduire un autre concept des changements climatiques, ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes. En effet, s'il y a plus de jours de sécheresse dans l'année, mais également que l'intensité des précipitations est plus élevée, ça veut dire que les précipitations vont toutes être regroupées en même temps, durant les mêmes mois, et que donc c'est probable de voir des inondations, etc. Ce qu'on appelle des événements climatiques extrêmes. Donc comme je vous le disais, on va voir également une augmentation des événements climatiques extrêmes, et le premier dont je vous ai déjà parlé, ce sont les inondations. Mais on peut également voir une augmentation d'apparition de cyclones, d'ouragans, de tempêtes, et également de sécheresse et de vagues de chaleur. Donc quelles sont les conséquences sur les forêts? Une des premières conséquences que l'on a déjà constatées et puis qui va continuer, c'est le déplacement de l'aire de répartition des arbres. Prenons l'exemple du houx. Ici, vous avez une étude qui a été réalisée par Walter et ses collègues en 2005, où on voit qu'on est au niveau des pays scandinaves,
et on est à la limite nord de l'aire de répartition du Houx. En vert, sur cette carte du haut, représente l'aire de répartition du Houx. Donc là, le Houx est présent en 1950. La ligne noire représente l'isocline de 0 degré en janvier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est plus au nord de cette isocline, ça veut dire qu'en janvier, en moyenne, les températures sont inférieures à 0 degré. Alors que quand l'on est au sud de cette isocline, en moyenne, les températures en janvier sont supérieures à 0 degré. Ensuite, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les années 2000, les chercheurs sont retournés aux mêmes endroits et ont continué leurs observations un peu plus au nord et ont noté si l'espèce, si le Houx était présent ou non. En vert, vous avez toujours l'aire de répartition du Houx en 1950. En rouge, vous avez les nouvelles occurrences, donc les endroits où le Houx est présent en 2000 alors qu'il ne l'était pas en 1950. Et en rose, vous avez l'isocline des températures de 0 degré en janvier, mais cette fois-ci dans les années 2000. Ce que l'on constate, c'est que cette isocline s'est déplacée vers le nord et vers l'est, et que également le Houx a colonisé plus le nord et l'est de ces pays. Donc ici, on constate bien la relation entre température et répartition, distribution d'une espèce, et les conséquences que l'augmentation des températures va avoir sur l'aire de répartition, sur la distribution du Houx. Ici, on a vu un exemple en latitude, donc l'espèce se déplace vers le nord, mais avec le hêtre, ici, je vais vous montrer un exemple en altitude. Donc ici, nous sommes en limite sud de l'aire de répartition du hêtre, puisque nous sommes au niveau des Pyrénées espagnoles. Ici, vous voyez en 1920, donc sur cette montagne, il y a juste à gauche de la photo, vous voyez un ou deux individus de hêtre seulement. La photo a été reprise exactement au même endroit en 1943, où vous voyez que cette fois-ci, il y a beaucoup plus de hêtres sur la pente. Et en 2003, le hêtre a atteint le sommet de cette montagne. Donc on voit que les arbres se déplacent également vers les plus hautes altitudes. Enfin, je voulais vous présenter l'exemple du chêne vert, puisque c'est une espèce que j'ai étudiée durant mon doctorat. Où le chêne vert, c'est une espèce qui est typiquement méditerranéenne, donc c'est ce que vous voyez, l'aire en grise qui est tout autour de la Méditerranée. Et les croix, ce sont les populations isolées du chêne vert, et donc vous voyez que sur le littoral atlantique de la France, il y a des populations de chêne vert, et en fait, elles sont localisées vraiment en limite nord de la distribution du chêne vert. J'ai étudié ces populations au sein de 4 forêts, Pays-de-Mont, Olonne, Longéville et Hourtin. Ce qui était intéressant, c'est que ces forêts sont gérées par l'Office national des forêts, puisque ce sont des forêts publiques, et sont gérées déjà depuis plus d'1 siècle. Et donc, j'ai eu accès aux archives de l'Office national des forêts, où ils ont ce genre de carnet, où ils répertorient parcelle par parcelle la présence et l'absence des différentes espèces. Ici, c'est l'exemple d'un carnet pour les années 1880. Vous voyez ici ce que ça donne à l'intérieur de ce carnet. Ensuite, voici un autre exemple de carnet en 1950, donc vous voyez qu'on est passé de l'écriture manuscrite à la machine à écrire. Et bien sûr, j'avais également accès aux données dans les années 2000, où cette fois-ci, tout devient de plus en plus informatisé. Et donc j'ai pu construire ce type de carte. Vous avez une carte par forêt et par date, et où j'ai pu, pour chaque parcelle, regarder si l'espèce le chêne vert donc, était présent ou absent. Donc en gris et en blanc, le chêne vert est absent, et en vert, le chêne vert est présent. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans les années 1880 environ, le chêne vert est pratiquement absent de ces forêts, alors que dans les fin des années 1990, début des années 2000, 2010, le chêne vert a pratiquement colonisé entièrement ces forêts. Avec ce type d'étude, on peut avoir une idée de la vitesse de colonisation du chêne vert. Ici, elle est entre 14 et 25 mètres par an. Ce qui est intéressant ici, c'est de comparer ce chiffre par rapport au déplacement du bioclimat du chêne vert. Alors le bioclimat, en fait, c'est un petit peu ce que je vous montrais par rapport au Houx avec le déplacement de l'isocline de 0 degré en janvier. C'est que le bioclimat, c'est le climat qui est favorable à l'espèce. Donc on se doute que ce climat va se déplacer vers le nord. Et ce climat, pour les arbres, se déplace à une vitesse d'environ 1 km par an. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le chêne vert, c'est une espèce qui colonise vite. Donc 25 mètres par an pour un arbre, c'est vite. Mais c'est rien comparé à 1 km par an qui est le déplacement de son bioclimat. Donc on sait que
pour toutes les espèces d'arbres presque, elles sont incapables de suivre le déplacement de leur bioclimat. Et ça peut poser des problèmes. Ensuite, les changements climatiques vont avoir un impact sur la phénologie des arbres. Donc la phénologie, c'est l'étude de l'apparition d'événements périodiques dans le monde vivant qui est déterminée par les variations saisonnières du climat. Typiquement, c'est quand au printemps, vous avez les hirondelles qui reviennent, puis à l'automne, elles repartent. Ça, c'est un événement périodique, un événement de phénologie. Pour les arbres, pour les feuillus, typiquement, c'est quand les feuilles apparaissent au printemps et quand elles tombent en automne. On peut mesurer, par exemple, chaque année, répertorier la date à laquelle les feuilles apparaissent. On peut le faire, par exemple, avec ce type de méthode, c'est-à-dire en prenant des photos hémisphériques de la canopée, donc des arbres qui sont au-dessus de nous. Ici, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Et vous voyez que le 13 mai, les feuilles ne sont pas apparues sur les arbres. Le 20 mai, ça se voit pas bien parce que c'est dans le brouillard, mais il commence à avoir quelques petites feuilles. Le 28 mai, on voit les feuilles, même si elles restent encore petites. Et début juin, cette fois-ci, les feuilles sont vraiment là. Donc on peut regarder ce que je vous disais, l'apparition des feuilles au printemps, mais également à l'automne, quand est-ce que les feuilles tombent. Et entre ces deux événements, l'apparition des feuilles et la disparition des feuilles, c'est ce qu'on appelle la saison de végétation pour les arbres. C'est une saison qui est très importante puisque c'est au moment où les arbres vont faire leur photosynthèse, etc. Ici, vous avez un exemple où c'est ce qui a été regardé. Et vous avez la différence de longueur de saison de végétation entre 1981 et 1991. Et lorsqu'on a des couleurs justement que ça aille du vert au orange, ça veut dire que la saison de végétation est plus longue. Et ce qu'on voit, c'est que sur l'hémisphère nord, il y a beaucoup d'endroits où la saison de végétation s'est allongée entre 1991 et 1981. Au début de cet exposé, je vous expliquais que les changements climatiques, ce n'était pas que une augmentation des températures et une nouvelle distribution des précipitations autour du globe, mais que c'était également une augmentation des événements climatiques extrêmes. Et ici, je vais plus m'intéresser aux conséquences d'une sécheresse extrême sur les arbres et notamment aux événements de mortalité, puisqu'on s'est rendu compte que on observe de plus en plus d'événements de mortalité des arbres qui sont causés par des sécheresses extrêmes. Et ce qui est assez surprenant, vous le voyez ici sur cette carte, c'est qu'on observe ces événements sur n'importe quelle forêt du globe. Et moi, ce qui m'a plus particulièrement surpris, c'est que on voit également ces événements dans des forêts tempérées ou même dans des forêts tropicales humides. Ça peut paraître surprenant que des événements de sécheresse extrême aient un impact sur la mortalité des arbres dans les forêts tropicales humides. Et pourtant, si. Donc ça nous paraît important de pouvoir prédire ces événements de mortalité des arbres provoqués par des sécheresses extrêmes. Sauf que pour cela, il faut savoir comment un arbre meurt de sécheresse. Ça pourrait paraître évident, mais en fait, c'est loin d'être aussi évident. Surtout lorsque l'on regarde ce schéma, qui est un schéma conceptuel qui montre comment tous les différents mécanismes qui peuvent induire la mortalité d'un arbre suite à une sécheresse. Donc quand on voit ça, on se dit « Ouh là là, il se passe quand même beaucoup de choses, bien plus que ce qu'on pourrait penser à la base ». Donc ici, je ne vais pas vous expliquer ce schéma-là en détail, mais je voudrais quand même vous expliquer un petit peu pourquoi c'est si compliqué. Un arbre, il est comme nous en fait, il transpire, il boit de l'eau, puis il transpire pour réguler sa température. Nous, on régule, nous, êtres humains ou même animal, on régule notre température en transpirant, et la transpiration, en fait, ça se passe à travers les pores de notre peau. C'est à cet endroit-là que l'eau va s'échapper. Pour les arbres, c'est un peu la même idée. C'est au niveau de la feuille, au niveau de pores qu'on appelle les stomates, que l'arbre va transpirer et qu'il va perdre, entre guillemets, son eau. Donc, en cas de sécheresse, l'arbre, la première chose qu'il va faire pour éviter de perdre trop d'eau, c'est qu'il va refermer ses stomates. Il va refermer les pores qui sont au niveau de ses feuilles. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que vous savez que l'arbre, il fait de la photosynthèse et c'est ce qui lui permet de créer sa matière organique, de créer ses tissus, ses feuilles, le bois, les branches, etc. Et pour faire la photosynthèse, il a besoin de lumière, mais il a également besoin de carbone atmosphérique. Sauf qu'il faut bien que le carbone, il rentre à un endroit pour arriver dans l'arbre. Et il va rentrer, devinez par où? Par ses stomates.
par ses pores au niveau des feuilles. Sauf que en condition de sécheresse, l'arbre il a fermé ses stomates. Donc le carbone ne peut plus rentrer dans l'arbre. Et donc c'est pour ça que certains chercheurs, je caricature un peu bien sûr pour vous expliquer ça, disent que quand il y a de la sécheresse, l'arbre meurt de faim. Et d'autres vont dire mais non, il meurt de soif puisqu'il n'y a pas assez d'eau. Donc il y a un grand débat encore actuellement entre chercheurs, entre certains qui disent que la mortalité de l'arbre est due au fait que l'arbre n'arrive plus à prélever le carbone atmosphérique, donc je caricature bien sûr, mais il meurt de faim, ou d'autres qui vont dire non, c'est parce qu'il manque d'eau, donc l'arbre meurt de soif. Bien sûr, c'est pas aussi simple, c'est pas... Certains ont raison et d'autres ont tort, c'est que ça va dépendre de l'espèce d'arbre, de l'intensité de la sécheresse, la durée de la sécheresse, etc. Mais en gros, on pense que les deux mécanismes sont impliqués. Je voulais également survoler avec vous d'autres conséquences d'événements climatiques extrêmes et d'autres événements climatiques extrêmes. On peut avoir, surtout quand il y a une sécheresse par exemple, une augmentation des feux de forêt. Et actuellement, ça fait vraiment partie de l'actualité avec ce qui se passe en Californie. On a aussi l'impact de l'augmentation des inondations sur les arbres. Hein. Ça dépend des espèces bien sûr, mais des espèces qui ne vivent pas près d'une rivière, le jour où ils se retrouvent les pieds dans l'eau, ça leur plaise pas trop. Ensuite, on a l'impact de l'augmentation des vents violents sur les arbres. Donc on observe des chablis, c'est-à-dire des arbres qui sont déracinés sous l'action du vent ou d'un orage, comme vous le voyez ici. Et vous vous souvenez peut-être de l'impact de la tempête de 99 sur les forêts en France. Donc ici, vous avez un exemple pour les Vosges, mais également pour la forêt des Landes. Et enfin, ce qui est important de savoir, c'est les changements de composition d'un écosystème suite à un événement climatique extrême. Prenons l'exemple, comme sur ce schéma, d'une forêt de conifères. Prenons des sapins. Vous voyez qu'au départ, notre forêt, on a nos sapins qui semblent en bonne santé. On a une augmentation des températures et un changement des précipitations. Nos sapins commencent ici ils sont vert clair, ça signifie qu'ils sont en moins bonne santé. Puis cette augmentation des températures et ce changement des précipitations continue, on se rend compte que nos sapins commencent à mourir et on voit l'apparition d'autres espèces, comme des espèces de feuillus. Ça c'est dans le cadre d'un changement de tendance, c'est-à-dire d'une augmentation des températures et d'un changement de précipitation. Maintenant, prenons cette même forêt au départ, notre forêt de sapins. Cette fois-ci, on a toujours notre augmentation des températures et notre changement de précipitation, mais on a un événement climatique extrême, comme une sécheresse par exemple. Là, d'un seul coup, nos sapins vont vraiment être en déclin, ils vont mourir, et tout de suite, on a l'apparition de nouvelles espèces, comme des feuillus. Ensuite, après cet événement climatique extrême, l'augmentation des températures et les changements des précipitations continuent forcément. Et donc, on arrive à une forêt qui est composée principalement, uniquement de feuillus. Et donc, on se rend compte que la présence ou non d'un événement climatique extrême change totalement la composition de notre forêt finale. D'où l'importance de ces événements climatiques et la difficulté de prédire la composition future des forêts. Je voulais revenir un petit peu sur les différents impacts des changements globaux sur les forêts, puisque je vous parle depuis tout à l'heure des changements climatiques, mais je vous ai déjà un petit peu introduit cette idée qu'il n'y avait pas que les changements climatiques. Il y a différents stress et perturbations qui vont affecter les forêts. Et ce qui est compliqué, c'est que ces différents stress sont tous en interaction. Donc ici, vous voyez qu'il y a les facteurs climatiques qu'on a déjà évoqués ensemble. Il y a également le facteur humain. Typiquement pour le feu, je vous ai dit que c'était probable, quand il y a une sécheresse, c'est plus probable qu'il y ait un feu de forêt. Mais il faut qu'il y ait un déclencheur au feu de forêt, donc ça peut être un déclencheur humain, un mégot de cigarette, un feu mal éteint, un feu de camp mal éteint, etc. Donc on voit l'interaction ici. Il y a également, je vous parlais, et ça fait partie d'un de mes projets, j'étudie la récolte du bois. Donc l'homme a une récolte du bois. Et bien sûr, je vous expliquais que j'étudiais l'impact de différents scénarios sylvicoles, mais ces impacts peuvent changer
en fonction de l'augmentation des températures. Peut-être qu'actuellement, on va trouver que le bon compromis est pour le scénario sylvicole B, le bon compromis entre je préserve la biodiversité mais je récolte le bois, la quantité suffisante. Mais peut-être qu'avec une augmentation de 2 degrés des températures, ça sera plus le scénario sylvicole B, mais le scénario sylvicole D qui remplira le mieux les conditions de ce compromis entre préservation de la biodiversité et récolte d'une quantité suffisante de bois. Donc avec toutes ces menaces qui pèsent sur les forêts et sur les arbres, quelles solutions ont les arbres? La première, on en a déjà parlé, ça serait de migrer. La deuxième, ça pourrait être de s'adapter. On sait par exemple que certaines espèces d'arbres en conditions de sécheresse vont faire des feuilles de plus en plus petites. C'est un exemple parmi d'autres. Malheureusement, si les espèces n'arrivent ni à migrer ni à s'adapter, elles vont s'éteindre. Je voulais un peu vous parler maintenant et conclure sur le rôle de nos sociétés, surtout que cette conférence a lieu dans le cadre du Parlement des jeunes sur l'eau. Et je voulais vous parler de l'exemple de la migration assistée. Donc la migration assistée, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de... quand on sait qu'une espèce n'est pas capable de suivre le déplacement de son bioclimat, comme je vous l'ai expliqué, c'est de prendre cette espèce-là et puis de la déplacer peut-être et d'aller la planter 100 km, 200 km plus au nord que là où elle ne l'est actuellement. Donc ça, c'est un concept qui est assez récent. Donc la première étape, c'est que les chercheurs vont étudier les avantages et les inconvénients de la migration assistée. Ici, je vous mets l'exemple d'un papier écrit par Sainte-Marie et ses collègues en 2011 qui justement introduit ce concept de migration assistée avec les avantages et les inconvénients de cette pratique. Ici, c'est un document, c'est un article scientifique donc qui est destiné à d'autres scientifiques. Mais la deuxième étape, c'est que les chercheurs vont diffuser et vulgariser leurs recherches auprès des décideurs ici du secteur forestier, des politiques, mais aussi du grand public et de la société en général. Et souvent, ils vont reprendre les résultats de leurs recherches et puis faire des rapports. Comme vous avez un exemple ici, c'est cette même chercheuse qui a fait un rapport qui est destiné justement aux décideurs politiques, aux décideurs en termes du secteur forestier, etc., mais qui est accessible en ligne et que vous pouvez consulter à tout moment. Donc suite à ça, on peut se poser ce genre de questions. Donc là, c'est cette chercheuse qui pose cette question-là. Dans le contexte des changements climatiques, devons-nous laisser la nature s'adapter par elle-même aux nouvelles conditions climatiques et concentrer nos efforts à minimiser notre impact sur la nature? Ou bien est-ce que l'on intervient et on favorise l'adaptation, quitte à passer outre les processus naturels? Alors, on intervient ou on n'intervient pas? Mais en fait, ce problème, c'est pas aux chercheurs d'y répondre, parce qu'en fait, c'est un problème qui est éthique et sociétal. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On peut comprendre les arguments de quelqu'un qui veut intervenir, mais on peut également comprendre tout à fait les arguments de quelqu'un qui dit qu'il faut laisser faire la nature et qu'il ne faut pas déplacer les espèces. C'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'on a un rôle à jouer en tant que citoyen. Il peut y avoir des débats de société autour de cette question, puis ensuite il va y avoir une législation spécifique à cette question. Et enfin, la dernière étape, quand, imaginons, il y a eu une législation et que ça fait 20 ans ou 20 ans ou plus que l'on met en place certaines pratiques qui consistent à déplacer les espèces d'arbres, les chercheurs peuvent étudier justement les impacts de cette nouvelle pratique à plus ou moins long terme. Et ensuite, on refait la boucle, ils vont vulgariser leurs travaux et ensuite, on va voir les résultats et il y aura un débat de société pour savoir est-ce qu'on doit changer certaines choses ou non, etc. Voilà, c'est sur la place du chercheur dans la société que s'achève ma conférence. J'espère que ça vous aura plu. Alors j'ai essayé de rendre ça le plus vivant possible, puisque normalement je suis soit présente physiquement, soit en visioconférence, mais on me voit gesticuler quand j'explique ces différentes notions et concepts. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça, que ça soit sous la vidéo ou sous le billet dans mon blog. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à la partager, ça m'encourage toujours et ça m'incite à continuer. À bientôt!